Par paresse, pour faire joli, pour créer du rythme, pour montrer un mouvement, ou simplement par manque d'originalité, le ralenti est un des outils audiovisuels utilisés partout, beaucoup. Car ce temps scellé est à proprement parler cinématographique. Mais qu'est-ce qu'un bon ralenti ? Comment et surtout pourquoi utiliser un ralenti ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter un peu dans le temps. Nous sommes à l'aube du cinéma, sur le tournage de Caicedo, en 1894. La lumière fait rage, et le diaphragme n'a pas encore été inventé. Pour pallier à ça, les employés d'Edison font défiler la pellicule plus rapidement, environ 30 à 40 images par seconde, pour que le temps d'exposition soit plus court. Mais forcément, quand on rediffuse la séquence à 18 images par seconde, la caméra dévoile ce que jusqu'alors on ne pouvait pas voir. Ainsi est né le premier ralenti. Mais maintenant il s'est démocratisé, il est facile à utiliser. Trop facile, au point qu'il est utilisé abondamment. Encore, et encore, et encore. Quand on est vidéaste, ça a plusieurs aspects pratiques. Le mouvement paraît plus stable, ça donne un effet de style directement, et puis on tourne moins longtemps pour plus de rush. Pourquoi ça fonctionne sur nous ? Parce qu'entre autres, le ralenti permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et c'est la seule chose avec l'accéléré que permet l'image vidéo, puisque l'œil humain est pour l'instant beaucoup plus performant qu'une caméra. Bien sûr, je parle de l'image pure et pas du reste, parce que oui, dans la vraie vie, on jump cut pas. Vous avez vu ? Mais trop utilisé, ou mal utilisé, le ralenti peut donner un effet too much, voire ridicule. Et si vite devenu galvaudé. Oui, un ralenti c'est facile à faire, mais un bon ralenti, c'est super difficile. Encore plus au cinéma parce qu'il doit s'inscrire dans une esthétique et un récit. C'est un film qui a imposé ce temps suspendu comme une norme et l'a poussé technologiquement. Et ce film, c'est Matrix. La différence avec les autres ralentis, c'est que la caméra qui est en fait plusieurs appareils photo semble se déplacer à une vitesse qui semble réelle. Tandis que si on ralentit simplement l'image en post-production, eh bien le mouvement de la caméra sera ralenti aussi. Malheureusement, les élèves n'ont pas compris l'essence du maître, et on voit pousser des ralentis, en veux-tu, en voilà. Mais si on est rationnel, il n'y a pas de raison intrinsèque d'en vouloir au ralenti, comme de raison de vouloir l'utiliser. Et c'est autant tomber dans un écueil que de le condamner par principe que d'en abuser par paresse. C'est pour ça qu'il faut s'occuper de ça au cas par cas, attribut par attribut. D'abord, l'effet le plus intuitif, c'est que ça permet l'identification au personnage. Dans la vraie vie, notre perception du temps est variable. Et le ralenti, bien utilisé, comprend ce mécanisme et permet de le retranscrire. Quand le personnage est en concentration intense, qu'il est ultra rapide, pour figer des instants de bonheur, ou bien quand des regards se croisent pour la première fois, il instaure une empathie avec le personnage. L'exemple le plus parlant, ça reste les super-héros qui ont une super vitesse. Voilà, il va vite, mais du coup, pour suivre ses mouvements, on met tout le reste au ralenti. En une fraction de seconde, on comprend qui est le personnage principal, de la scène du moins. Ensuite, évidemment, il permet de souligner un mouvement, un moment. Le ralenti donne de l'importance à un instant, d'où le fait que beaucoup de morts sont au ralenti. Beaucoup de morts. Il magnifie le geste. Leni Riefenstahl, la cinéaste propagandiste nazie, savait très bien l'utiliser. Le temps se dilate pour laisser la place au corps et à l'espace. Mais attention, parce que si c'est trop appuyé, ça peut vite devenir artificiel. Ça donne un effet pub de parfum, parce que le ralenti est hyper didactique. C'est-à-dire qu'il désigne comme un juge suprême ce qui doit être important pour le récit ou non, ce qui est triste, dramatique ou joyeux. Ça laisse finalement peu de place au spectateur, à l'ambiguïté. C'est pas étonnant que le cinéma de propagande et la pub l'utilisent en fait. Encore pire, si le but est de garder le spectateur dans l'histoire, le ralenti peut être délétère, parce que quand on a l'habitude de voir des films, on s'en rend compte directement. En revanche, il peut rappeler le domaine de l'épique, pour assumer l'aspect fictionnel de l'œuvre. C'est la distanciation dont j'ai déjà parlé. Ça crée une rupture, pour créer un effet comique par exemple. Là encore, en abuser peut créer l'effet inverse de ce qui est recherché. Parce que les humains sont hypersensibles au contraste. S'il y a un seul ralenti dans le film, il va se remarquer directement. Au contraire, s'il est utilisé en permanence, toutes les scènes paraissent peu importantes. Quand tout est mis en avant, rien n'est mis en avant. Une bonne illustration du contraste vient peut-être de 2001, l'Odyssée de l'espace. On retient souvent le cut de la fin de la première partie, mais c'est plus subtil que ça. Kubrick filme le premier meurtre de l'humanité, la naissance presque de la violence au ralenti, pour ensuite ellipser des millions d'années d'évolution, comme si elles avaient peu d'importance, qu'on n'avait pas changé. L'ellipse fonctionne d'autant plus qu'il a insisté lourdement avant. Mais qu'il soit mal ou bien utilisé, il est impossible de nier que le ralenti est lié à son utilisation la plus basique, le rythme. En littérature, on peut dilater le temps avec les phrases, rajouter de la description, faire des phrases plus courtes, nominales, et puis tout à coup on peut arrêter l'action et prendre notre temps. Au cinéma, pour qu'une action soit plus longue que ce qu'elle est réellement, on l'étire avec le montage, ou bien le ralenti. D'un point de vue strictement technique et formel, le ralenti permet de créer des respirations, dans une scène d'action, de danse, quand le mouvement se décompose, sans que les personnages eux-mêmes s'arrêtent. Ou bien autrement,
ça laisse le temps de laisser une émotion le temps qu'il faut. Ça veut rien dire. Ou bien, autre exemple, ça peut laisser le temps au spectateur de digérer une émotion. Un deuil, un rire, un choc. Mais si le choc est raté, eh bien le ralenti va paraître de trop. Donc le ralenti uniquement pour créer du rythme ne se suffit pas à lui-même, il s'inscrit dans un tout. C'est un tâtonnement précis qu'il faut trouver parce qu'il est avant tout sensitif. Il vient d'une habitude, d'une sensibilité, d'une émanation qui va résonner plus ou moins en nous. Le ralenti ne peut pas être essentialisé. Si je prends Zack Snyder, connu pour ses ralentis justement, je trouve qu'il les utilise très mal, parce qu'on a l'impression qu'il les fait au hasard. Tandis que dans cette scène d'action de The Grandmaster de Hong Kar-wai, il y a une corporalité dans le mouvement. Et cet instant où on les voit se frôler, il y a quelque chose de sensuel. Même quand il fait un film de kung-fu, il fait un film d'amour en fait, le gars. Et chaque cinéaste pourra à sa convenance s'emparer de cette technique. Par exemple, vous êtes passionné de musique, vous voulez faire découvrir un son à votre spectateur, vous aménagez une scène au ralenti pour la faire découvrir. Ouais, Wes Anderson, laisse tomber, mais t'es cramé. Pourtant, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais reproché à Wes Anderson un côté clipesque? Parce que l'effet clip... On le retrouve pas forcément quand il y a une musique dans un film, mais bien quand la musique va diriger la scène et que l'image et la narration va passer à un second plan, donc il faut bien différencier ça. Ici, la musique chez Wes Anderson et le ralenti n'ont pas seulement un but esthétique, ils vont raconter quelque chose. D'autant plus que les ralentis chez le réalisateur sont souvent en plan moyen, voire large, avec beaucoup d'éléments, ce qui permet de contrebalancer le fait que le ralenti soit très dirigiste. En vérité, j'ai commencé à écrire en pensant que je n'aimais pas du tout les ralentis, mais j'ai trouvé peu de scènes, de films qui m'ont marqué, mais où je n'aime pas les ralentis. À la limite, les films de Paolo Sorrentino que j'aime beaucoup, mais je trouve que les ralentis sont vraiment too much. Et souvent, les ralentis qui m'ont déplu, j'ai simplement oublié le film. Autre chose qui me dérange dans les ralentis, mais là on sort du domaine de l'art et c'est très personnel. En fait, c'est quand il y a une esthétisation de la violence et surtout de la misère. Je n'aime pas le misérabilisme. Et je préfère 1000 fois un manque de goût artistique qui utilise le ralenti comme cache-misère d'une scène d'action mal rythmée qu'un ralenti qui appelle à l'émotion de manière complètement superficielle. Donc évidemment, il y a une part de subjectivité et on pardonnera certainement volontiers un effet de style grotesque si on ne le remarque pas, parce qu'on est plongé dans l'histoire, ou bien qu'on le justifie. Donc pour faire un bon ralenti, il faut avant tout faire un bon film. Les plus beaux ralentis sont sûrement ceux où les cinéastes ont réussi à imposer leur style. Tous les réalisateurs ou réalisatrices qui utilisent à mon sens le ralenti le mieux, c'est ceux ou celles connus pour leur autre chose. Après tout ça, voici donc la définition que je propose. Un bon ralenti au cinéma est un élément constitutif du film entier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être retiré sous peine de faire perdre au film du sens ou de son identité. Mais il ne doit pas non plus être un gimmick et doit fonctionner indépendamment dans la scène. Il doit être ce qu'il est, une nouvelle perception des choses, des corps et de l'espace, une perspective jusqu'alors cachée. Enfin, il doit s'évertuer de ne pas prendre en otage son spectateur. Parce que c'est à nous, spectateurs, de faire attention. De faire attention aux petits détails qui font les grands films. Ce serait orgueilleux de la part d'un film de nous l'imposer. Oui, les ralentis c'est peut-être stylé, mais dans 10 ans, quand ce style sera suranné, que restera-t-il? Sûrement pas le torse de Léonidas, mais la peur d'une imminente explosion, la fin d'une légende ou l'amour en un regard.